Vous avez la maîtrise. Donc, la planification d'un projet vous permet de visualiser le projet sans l'avoir réalisé. La planification d'un projet, c'est comme un parchemin, c'est un guide. La planification d'un projet, c'est le GPS. Aux États-Unis d'Amérique, tu n'as même pas besoin de connaître la route, tu n'as même pas besoin de connaître l'adresse. Tu dois seulement avoir un Google Maps. Quand tu as ton Google Maps, tu écris l'adresse qui est évaluée de l'adresse de départ et de la destination finale. Et quand tu vas sur Google Maps, tu exécutes, tu vois que tous les éléments de ton parcours te sont transmis par Google Maps avant d'y aller. Les routes que tu vas prendre, les feux que tu vas rencontrer, les embouteillages qui vont intervenir, les routes fermées, les routes ouvertes, les routes payantes, non payantes, le trajet et le nombre de temps, des minutes que tu vas faire en route lorsque tu roules. C'est ça le rôle de la planification de projet. La planification de projet est un map. Ce map-là te permet de rôder ton projet sans l'avoir fait. Tu le regardes comme ça. Et c'est le secret de la stratégie que j'ai eue. Donc, dans la vie, nous menons des batailles comme si nous étions des militaires. Et c'est pour cette raison que les États-Unis d'Amérique est avancé en stratégie. La gestion de projet a été initiée aux États-Unis d'Amérique par des cabinets privés dans le domaine de la défense. La stratégie, l'armée est la structure par excellence dans la mise en application de la stratégie. D'où la gestion de projet qui a été développée ainsi que utilisée pour la première fois par Usaid. Merci de vous connecter à nos programmes. Je suis Symphorien Katende, journaliste et conférencier. Vous êtes dans notre programme de communication pour le changement de comportement afin d'accéder à l'épanouissement. La première fois que je me lance dans l'organisation des cérémonies pour la remise de trophées et la présentation des thématiques socio-humanitaires, je vais rechercher des fonds sur terrain. Je vais auprès d'une grande entreprise de communication. Je vais auprès de son directeur de marketing qui initiait des téléréalités sur la musique des jeunes et ainsi que sur les Miss. Il me reçoit dans son bureau, je présente mes projets et je lui présente mon carnet d'adresses de ceux qui vont participer à ce programme, les ambassadeurs du Canada, les organismes internationaux, l'UNESCO, ainsi de suite. Malheureusement, mon projet n'est pas accepté, n'est pas financé, ce n'était pas une priorité. Je me dis, comment faire pour organiser mes cérémonies chaque fin d'année? Buté à cette difficulté, je vais recourir à ce que je sais faire. Formé à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo en gestion de projet. Et je me dis pourquoi pas appliquer la gestion de projet dans tout ce que je fais. Pour tous ceux qui nous suivent à cet instant, ce programme est tiré de mon expérience personnelle associée à la théorie. Car la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Je me dis, je ne peux plus échouer parce que je suis obligé de réaliser, d'entreprendre
Mais quelle est la stratégie à mener? Donc, dans la vie, nous menons des batailles comme si nous étions des militaires. Et c'est pour cette raison les États-Unis d'Amérique est avancé en stratégie. La gestion de projet a été initiée aux États-Unis d'Amérique par des cabinets privés dans le domaine de la défense. La stratégie, l'armée est la structure par excellence dans la mise en application de la stratégie. D'où la gestion de projet qui a été développée ainsi que utilisée pour la première fois par l'USAID et après par la Banque mondiale, d'autres institutions, la BAD, ainsi de suite. Beaucoup de pays dans le monde recourent dans la gestion de projet. Mais ici, on va se limiter dans ce que nous allons appeler, le développement personnel. Comment développer ses propres projets pour atteindre de manière efficace et efficiente les résultats ou les objectifs escomptés. Cette vidéo est particulière parce que nous allons nous initier en gestion de projet. Comme nous l'avons dit, nous ne naissons pas dans la vie avec des cuillères en or. Tu te dis que non, je vais mener telle activité, tu vas le faire. Les besoins sont illimités, mais les ressources sont très limitées. Dans les pays où nous venons, vous le savez, l'accès au financement sont difficiles. Le gouvernement a ses lots de défis. Donc, les jeunes et ceux qui veulent entreprendre dans beaucoup de domaines sont butés. Mais on ne peut pas se laisser mourir. On doit mener des activités, mener des actions sur terrain, mais il faut trouver des financements. Il faut trouver des moyens pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous initier en ce jour en gestion de projet. Tout est une question de stratégie. Lorsque vous avez une bonne stratégie, vous saurez atteindre vos objectifs. Dans l'armée, les militaires s'appuient sur la stratégie, l'opérationnalisation de la stratégie par rapport à l'objectif, à la cible à atteindre. Donc, comment organiser? Vous voulez vous marier, vous voulez monter une entreprise, vous voulez débuter une activité. Tout ce que vous voulez entreprendre individuellement, mais vous êtes buté parce qu'il n'y a pas de moyens. Vous ne savez pas comment atteindre vos objectifs. Vous voulez ouvrir l'orphelinat, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous voulez vous marier, mais vous ne savez pas comment débuter. Vous voulez bien gérer votre église, mais vous ne savez pas comment le faire. D'où l'importance de la gestion de projet. Donc, une stratégie à mettre en place pour atteindre les objectifs de vos projets. Et parmi les méthodes, la méthode la plus utilisée et exploitée dans le monde par la Banque mondiale, la BAD, ainsi de suite, par beaucoup d'entrepreneurs, par beaucoup de conférenciers, par les grands pays, le Japon, les États-Unis, la France, la Belgique, c'est la gestion de projet. Mais il faut nuancer que nous allons nous appesantir sur des projets individuels. C'est vrai, avec le temps, nous allons aussi parler des projets initiés par les organisations, mais que cela en tienne, nous pouvons illustrer aussi par des exemples des organisations. Initiation à la gestion de projet. Qu'est-ce que nous comprenons par planifier un projet? La planification d'un projet est une phase cruciale qui permet de garantir la bonne mise en œuvre du projet lors de la phase de l'exécution. Écarter l'étape de la planification est comparable à conduire une voiture sans une indication. Vous conduisez des véhicules, vous le savez, pour rouler, il faut avoir des indications, il faut avoir des indicateurs qui vous permettent de dire là où vous allez. Parce que si vous ne savez pas là où vous allez tâtonner. Vous voulez ouvrir votre commerce, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez mener une activité, mais vous n'avez pas une stratégie cohérente, une planification cohérente pour vous dire là où vous allez. C'est la raison pour laquelle il faut
Premier point, identifier le problème à résoudre. Ça, c'est le premier point. Nous pouvons écrire point dans la gestion de projet, dans la planification de projet, c'est l'identification de projet. Lorsque vous êtes en face d'un médecin, que vous le présentez des plaintes, le médecin ne vous soigne pas directement, il voudra diagnostiquer quel est le problème. Vous avez des plaintes, il va le faire en posant des questions et après, par rapport à vos plaintes, vous orientez par rapport aux examens de laboratoire. Et ces examens vont donner les vraies causes. Tu peux te lancer dans un projet, mais tu ne connais pas le projet que tu veux résoudre. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Parce que tel fait telle affaire, toi, tu veux aussi le faire. Mais est-ce que tu as ces préoccupations-là? Vous amenez votre voiture chez un mécanicien, il voit la voiture, il ne peut pas réparer le moteur lorsque le problème, c'est la batterie. Il ne peut pas réparer les problèmes de courant lorsque ce sont des problèmes de frein. C'est comme ça aussi avant de se lancer. Parce que si vous n'épinglez pas le bon problème, votre démarche dans la planification ira à côté. Vous pouvez donner la bonne réponse, mais cette réponse n'est pas la réponse indiquée à la question posée. Maintenant, comment faire pour identifier le bon problème? En gestion de projet, nous avons une technique. C'est l'arbre à problème. L'arbre à problème, c'est tout simplement la construction d'un schéma. Un schéma de manière cohérente où on met en liaison les problèmes selon les causes à effet. Suivez-moi très bien. Le tout premier point dans la gestion de projet, dans la planification, c'est identifier le problème. Vous remarquez que votre gorge est enflée. La gorge vous fait très mal. Vous allez chez le médecin. Vous vous plaignez de la gorge. La gorge n'est que un symptôme. On ne va pas soigner le symptôme parce que le symptôme est là, c'est comme la fièvre. Mais le médecin, quand il va vous diagnostiquer, il va rechercher la cause ou les causes qui créent ces symptômes-là de la fièvre, qui créent ces symptômes-là de la douleur à la gorge. Si les examens démontrent que c'est une angine, il va procéder au traitement par rapport à l'angine. Vous me comprenez très bien. Si votre fièvre est causée par le palu, il va proposer un traitement contre le palu et non contre l'angine. C'est la même chose par rapport à la planification, à la gestion de projet. Vous devez construire votre arbre à problème et cet arbre à problème, donc, vous représentez le problème central et les problèmes secondaires. Vous présentez que ce problème-ci, voici les effets qu'il cause. J'ai le palu. Le palu a comme effet de me donner la fièvre. Le palu a comme effet de me faire vomir. Le palu a comme effet de me faire vomir. Le palu, excusez-moi, le palu a comme effet de me donner des maux de tête. Là, ce sont les effets. Cause à effet. Quelle est la cause du palu? Ce sont les moustiques.
Les moustiques sont des vecteurs du palu. Les moustiques m'ont piqué, m'ont transmis la maladie du palu. Ça, c'est la cause. Et le problème central, j'ai le palu. Je suis malade. Et en tombant malade, les effets, je maigris, je perds la santé, je ne sais pas travailler, je ne suis plus productif, je ne vais pas au travail. L'implication, je ne sais pas amener de l'argent pour la maison, je ne sais pas prendre en charge ma famille parce que je suis responsable. C'est la même chose. Donc, comprenons-nous très bien. Donc, quand vous faites votre arbre à problème, vous épinglez les problèmes centraux avec les problèmes secondaires. Vous épinglez maintenant les répercussions ou les effets de ce problème sur vous et votre environnement. Et puis, vous détaillez les causes. Nous avons précisé que l'arbre à problème, on l'a construit sous forme de schématisation des problèmes dans un tableau qui nous permet de visualiser le problème central au problème secondaire et les implications de ces problèmes par rapport aux conséquences, les effets, et par rapport aux causes, les origines de ce problème. Maintenant, ce que vous devez reconnaître dans l'arbre à problème, lorsque vous démontrez un problème, il y a une technique, vous écrivez votre problème dans la phase, dans la forme négative. Je ne suis pas en bonne santé. Ou bien, vous écrivez quelque chose de négatif. Je suis malade. Être malade, c'est négatif. J'ai le palu. Avoir le palu, c'est négatif. Vous comprenez? C'est très important. Très important. Quelqu'un d'autre peut se dire son problème. Je suis célibataire, je n'arrive pas à me marier. Je vais faire des affaires, mais je n'ai pas de financement. Je veux organiser une cérémonie, mais je n'ai pas de moyens. Je vais entreprendre dans l'agro-business, mais je ne sais pas où commencer. Donc, vous épinglez le problème. Quand vous avez terminé cette phase, vous allez maintenant dans la seconde phase. Nous avons épinglé le problème. Maintenant, il faut épingler les solutions. Parce que le problème ne va pas rester. Le problème ne va pas dominer. Vous êtes malade. Vous devez aller vous faire traiter. Vous êtes en situation de difficulté. Vous devez vous en sortir. Donc, le point 2, construction de l'arbre à solution. L'arbre à solution, c'est tout simplement l'opposé de l'arbre à problème. Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites ceci, vous connaissez le problème, vous transformez le problème, vous transposez le problème en solution. Vous dites ceci. La solution, je ne l'ai pas lue. Il me faut un traitement contre le palu. Ça, c'est le médecin qui a vu. Je suis célibataire, je dois me marier. La solution, je devrais trouver les moyens pour me marier. Ça, c'est la solution. C'est juste l'opposé. Et tout s'écrit dans la forme positive.
je suis malade. L'opposé, je suis guéri. Je suis célibataire. L'opposé, je suis marié. Je n'ai pas d'emploi. L'opposé, j'ai un emploi. Je ne sais pas entreprendre dans l'agro-business. L'opposé, je sais entreprendre dans l'agro-business. Le même arbre à problème, vous le transformez en arbre à solution. Donc, la construction de l'arbre à solution, c'est mettre en relation les solutions par rapport aux activités ou aux actions à mener pour avoir la solution principale et de démontrer la solution, l'implication de la solution principale sur les conséquences positives. Je suis malade, ça c'est le problème, je souffre du palu. Ça, c'est le problème, la solution. Je suis traité, je suis guéri contre le palu. Quelle est l'action à mener? Je suis allé chez un médecin, il m'a soigné. Je prends la cure contre le palu, je suis guéri. Conséquence de la solution, je rentre au travail, je vais maintenant travailler. J'ai mon salaire, je prends soin de mes enfants. C'est cette démarche-là, très très important. Nous avons terminé. Nous allons maintenant passer à un point qui est important. Nous avons vu l'arbre à problème. Nous avons vu l'arbre à solution. Nous avons compris l'esprit de la planification en gestion de projet, de la gestion de projet, parce que nous sommes dans la phase de l'initiation, parce que la gestion de projet est tellement grand qu'en peu de temps, on ne peut pas en parler, mais nous parlons de points essentiels. Mais oui, tu connais le problème. On a identifié le problème. On a identifié la solution. Mais pour le porteur du projet, l'initiateur du projet, est-ce qu'il a la capacité de mener à bien ce projet? Ça, c'est la grande question. Maintenant, vous devez évaluer votre capacité. C'est là où nous arrivons au point, ce point qui est évaluation des forces et faiblesses, des opportunités et menaces. Est-ce que nous sommes capables de mener à bien ce projet? En tant que le porteur, vous qui initiez ce projet, de dire je vais aller à Dubaï, je vais aller étudier aux États-Unis, je veux me marier dans 3 mois, je vais construire ma maison dans 3 ans. Vous qui êtes le porteur du projet, est-ce que vous en êtes capable? Là, c'est l'analyse intellectuelle que vous devez mener. Évaluer ses forces et faiblesses, opportunités et menaces, c'est être capable de mener une évaluation intellectuelle franche sur vos capacités internes et sur vos capacités externes. Je m'explique. Vous évaluez par rapport à ce projet. C'est comme quelqu'un qui vous dit, je vais taper Goldberg. Ou bien vous vous dites, non, notre équipe du quartier va battre le Barça ou Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Donc votre équipe du quartier à Matete, à Lemba, votre équipe du quartier à Tombouctou, à Dakar, votre équipe du quartier du dimanche à Dallas, votre équipe du quartier à Chicago, à Laval, à Québec, vous dites, vous vous réveillez, oui, nous avons identifié le problème, nous avons trouvé la solution, nous allons battre le Paris Saint-Germain de Mbappé, de
Neymar et de Messi. Nous avons vu le problème, comment il joue. Nous avons trouvé les solutions. Maintenant, nous allons nous évaluer. Maintenant, cette démarche est une analyse intellectuelle franche sur les facteurs internes qui peuvent concourir à la réussite du projet et les facteurs externes qui peuvent concourir à la réussite du projet. Je réponds encore, les facteurs internes qui peuvent concourir à l'échec du projet et les facteurs externes aussi qui peuvent concourir à l'échec du projet. Vous comprenez? Les deux facteurs, facteurs internes et externes, qui peuvent à la fois concourir à la réussite du projet comme à l'échec. Mais cela se fait à votre niveau en tant qu'initiateur. Toi qui es allé proposer ton projet pour le concours de Miss. Toi qui es allé proposer ton projet d'entrepreneuriat dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de la transformation de la filière du manioc. Toi qui veux ouvrir un delivery aux États-Unis, à Dallas. Toi qui veux investir dans le taxi à Paris. Maintenant, on va t'évaluer, toi, le porteur du projet. Maintenant, comment on s'évalue soi-même? La première démarche, c'est l'évaluation des facteurs internes. Quels sont les facteurs internes d'un projet? Les facteurs internes d'un projet, c'est au niveau du porteur lui-même. C'est lui qui a écrit le projet. C'est lui qui a pensé le projet, imaginé le projet. Ce sont ses forces et faiblesses. Quelles sont les forces que vous avez pour réaliser le projet? Quelles sont les faiblesses? Je vais vous donner des exemples. Vous voulez ouvrir votre filière. Bon, prenons un projet simple. Par exemple, vous voulez vous marier. Vous dites, non, j'ai trouvé ma proposante, mais je vais l'épouser à la fin de l'année 2023. Je choisis une date, ça sera le 23 décembre 2023. Je vais épouser ma proposée. C'est bien, vous avez échangé avec la proposée, vous avez choisi une date. Mais quelles sont les forces et faiblesses pour que vous puissiez vous marier? C'est là où vous allez mesurer les faiblesses et les forces. Et vous allez comparer si les forces sont supérieures aux faiblesses, le projet peut se réaliser. Si les faiblesses sont supérieures aux forces, le projet ne va pas se réaliser. Imaginons, la fiancée pose la question à son fiancé. Tu vas m'épouser? Oui. Le 23 décembre, oui. Ok. Le 23 décembre 2023, tu vas m'épouser. D'accord. On va évaluer tes forces. Comment tu vas me marier? Est-ce que tu peux réunir l'argent de la dot? Non. Est-ce que tu as un emploi? Je n'ai pas d'emploi. Est-ce que tu as un membre de la famille? Est-ce que tu as une boutique? Tu es commerçant? Non. Est-ce que dans ta famille, tu as un grand frère, un oncle qui peut te donner l'argent de la dot? Non. Bon, oui. Maintenant, si on se marie, on va vivre comment? Je ne sais pas. Est-ce que tu as l'argent de la salle? Non. Tu vois toutes ces questions liées à l'homme, s'il peut épouser sa fiancée, ça dénote de la faiblesse. Maintenant, quelles sont tes forces? Oh non, les gens de l'église vont me soutenir pour me marier. Tu vois déjà que tu n'as pas de force, tu as plus de faiblesse. Mais prenons un autre exemple. La femme pose la question à son homme, tu vas me marier? Oui. Tu as les moyens? Oui, je travaille dans une société, je suis payé chaque fin du mois 800 $. Donc, dans les 800 $, je suis en train d'épargner de l'argent. J'épargne chaque fois à hauteur de 50% pour mon mariage. Et en épargnant, mon père a disposé de 40% qu'il va m'ajouter.
Et la salle, j'ai un grand frère qui a la salle dans la commune de Kassavou. On va se marier. Bon, pour vivre, je vais louer une maison à Lemba. J'ai déjà procédé à la remise de la garantie. Tu vois, même si on ne t'a pas encore présenté, on n'a pas encore envoyé la demande officielle de mariage, il y a l'espoir que le mariage va se faire parce que les forces sont supérieures. On peut aussi aller dans les domaines des ONG. Tu te dis non, il faut que je prenne en charge les enfants abandonnés, rejetés. Je crée un orphelinat. Oui, d'accord, c'est un bon projet. Tu as remarqué, par exemple, dans la commune de Ngaba, tu as remarqué que dans les grandes villes, les enfants, dans les grandes villes, dans les coins reculés, les enfants sont abandonnés. Toi, tu veux les recueillir. Tu as un grand cœur. Oui, c'est une bonne chose. Tu as identifié les problèmes. À chaque point, chaque 2 semaines, il y a un bébé qui est jeté dans un terrassé. Chaque 2 semaines, tu as identifié le problème. Solution. Il faut que je puisse recueillir moi-même ces enfants. Les encadrer, je crée l'orphelinat. Oui, c'est très bien, mais on t'évalue. Ces enfants seront mis où? Placés où? Quelle est l'adresse de votre orphelinat? Je n'ai pas de moyens, je vais louer. Est-ce que tu as l'argent pour louer l'orphelinat? Je n'en ai pas. Tu vois que c'est déjà un problème dans la réalisation du projet, toi à ton niveau. Donc le projet ne peut pas se réaliser si les faiblesses sont supérieures aux forces. Le projet peut se réaliser si tes forces sont élevées aux faiblesses. Donc c'est pour ça qu'on parle d'analyse intellectuelle franche. Maintenant, nous passons aux opportunités. Les opportunités sont des facteurs externes qui ne dépendent pas de vous. Je retourne dans mon exemple de mariage. Donc, lorsqu'on analyse le porteur du projet, on observe, on analyse ses forces et faiblesses, ses opportunités et menaces. Nous arrivons maintenant au niveau des facteurs externes qui sont les opportunités et les menaces. Quelles sont les opportunités qui peuvent favoriser l'avancement du projet et quelles sont les menaces qui peuvent favoriser la non-réalisation du projet? Vous comprenez? Les opportunités sont toujours extérieures du porteur du projet. Un élément extérieur. Tu as tous les moyens. Tu es prêt à l'épouser. Mais la famille, le père et la mère du marié, de la femme, n'aiment pas la tribu, l'origine de l'homme. Nous, dans notre famille, nous n'opposons pas les gens de telle province. Est-ce que cette situation, cette menace-là, est-ce qu'elle est interne à toi? Non, elle n'est pas. Elle est externe. Donc, le fait que leur famille, la famille de la femme, le papa de la femme, le papa n'a jamais connu ta tribu ni ta provenance. Il remarque que tu n'es pas de sa même famille. Tu n'es pas des origines qu'il préfère. Oui, monsieur, c'est bien, tu es capable d'épouser ma fille, mais moi, je n'aime pas votre tribu. Je suis resté avec un mauvais souvenir de votre tribu. Est-ce que le mariage peut se réaliser, même si la fille veut? Au moins que vous puissiez vous entêter. Donc, vous comprenez la situation. Vous comprenez la situation. On veut mener une vaccination. On prend dans un territoire donné. Les organismes humanitaires ont trouvé les lieux, ils ont placé ce lieu-là. Mais subitement, il y a catastrophe naturelle ou catastrophe humaine. Il y a guerre d'agression. Même si vous avez identifié le problème, trouvez la solution. Mais il y a une menace qui fait que le projet ne sera pas réalisé dans ce point-là. Ça, il faut être d'accord. Cette menace-là ne favorise pas
la réalisation du projet. Nous prenons un autre cas où maintenant les opportunités favorisent. Tu veux aller étudier à l'étranger, tu as identifié le problème, non, je n'ai pas d'argent pour étudier ici au Congo, je dois aller étudier en France. Oui. Quelle est la solution? Je vais obtenir une bourse. Ok. Tu vas au MI. Bon, comme ça se faisait dans le temps de manière... comme ça se fait partout dans le monde, il y a des organismes qui donnent des bourses et aussi il y a le ministère des Affaires étrangères. Tu vas dans le ministère des Affaires étrangères, tu vois qu'il y a une opportunité. Les affaires étrangères, tu réponds aux critères. Donc tu peux avoir la bourse. Tu as fait 70%, tu es dans les critères. Tu es en mathématiques, physique. Tu vois. L'université qui vous accueille sont prêtes à vous accueillir. Les conditions sont réunies en France, à Paris. Tu vois que cette opportunité, c'est une opportunité. Ce n'est pas toi qui as créé cette opportunité. Donc, il faut le savoir. Les opportunités, ce n'est pas vous qui les créez. Mais vous le trouvez, vous le saisissez. Opportunité, on les saisit. Cette opportunité va dans le sens de vous accompagner. Vous arrivez dans une ONG, vous présentez votre projet, les filles mères, dans la commune de Mongafula, les filles mères ne sont pas prises en charge. Vous voulez ouvrir un atelier de couture pour eux, pour leur autonomisation. À la fin de la formation, vous leur remettez des kits, machines à coudre, ainsi de suite, un fonds de 100 $ pour commencer leurs activités. C'est bien. Tu vas dans l'ONG que tu avais précisé, mais tu arrives là, l'activité que vous faites n'est pas retenue dans leur plan d'action. Tu vois que c'est compliqué. Donc, tu as pensé à l'opportunité. Tu apprends auprès de tes amis que là-bas, telle ONG internationale donne des fonds pour le financement des projets. Toi, tu n'as même pas vérifié, mais tu vas. Tu ne vas pas avoir. Donc, il y a des opportunités externes qui empêchent. Par exemple, tu veux devenir entrepreneur dans l'agro-business, dans la transformation des fruits, en jus, ainsi de suite, en sirop, en purée, ainsi de suite. Tu as la bonne volonté, tu as les moyens, ainsi de suite. Mais la route des dessertes agricoles est détruite. Est-ce que c'est vous qui allez arranger cette route? C'est vous qui allez réparer, réhabiliter la route? Mais ça fait que, même si c'était un grand projet pour toi, tu as mené des études, mais ce n'est pas propice. Donc, vous évaluez les opportunités et les menaces qui peuvent concourir ou pas à la réalisation du projet. Maintenant, quand vous avez fini cela, vous allez maintenant vous servir d'un tableau de bord. Vous connaissez, vous avez identifié le problème. Très bien. Vous avez trouvé la solution. Très bien. Vous vous êtes évalué que vous êtes capable de mener à bien ce projet. Vous avez les opportunités qui concourent dans le même sens que votre projet. Mais, il faut maintenant mettre en œuvre un cadre de suivi de votre projet, un tableau de bord qui vous permettra de savoir comment vous vous orientez. C'est ce que nous allons voir. Cadre logique d'intervention. Le mot intervention a toujours été souvent utilisé dans le domaine militaire, l'intervention militaire. Lorsque les militaires ont identifié le problème, ils ont identifié la cible. 2. Ils ont trouvé la solution pour atteindre cette cible. 3. Ils ont évalué leurs faiblesses et leurs forces. Ils ont évalué leurs opportunités et menaces. Ils se sont dit qu'ils sont capables d'intervenir dans cette zone. Maintenant, le point c'est
le cadre logique de l'intervention. Comment? Quelle est la logique de l'intervention? Quel est notre cadre, le terme même? Cadre logique d'intervention. C'est cet élément-là qui fait qu'il y a des pays développés au monde et des pays qui ne sont pas développés. C'est ce qui démontre qu'il y a des structures qui ont émergé, d'autres n'ont pas émergé. Parce qu'ils ont un cadre logique. C'est la raison pour laquelle vous avez des projets vision pour le développement. C'est comme ça que vous voyez des pays qui planifient pour 50 ans. On vous dit, ce pays ici, quand il fait un projet, il le planifie pour 50 ans, pour 10 ans. Ce ne sont pas des projets spontanés. C'est la raison pour laquelle tu verras des milliardaires américains, quand ils sont capables, comme Elon Musk, de perdre 200 millions de dollars, de perdre des fortes sommes. C'est pour cela qu'ils se développent facilement parce qu'ils ont ce qu'on appelle des cadres logiques d'intervention. C'est pour cela qu'il y a des pays qui dominent sur les autres. Il y a des gens qui dominent sur les autres. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des milliardaires sont presque dans les mêmes coins. Parce qu'eux, ils évoluent selon le cadre logique d'intervention. Parce que ils projettent. Ce cadre logique est un tableau. Le cadre logique est un outil de conception et de conduite de projet. Il est utilisé comme instrument de suivi et d'évaluation du projet. Le cadre logique fait partie de la méthode de gestion axée sur les résultats GAR, mise en œuvre en 1969 par le cabinet Patrical Concept pour la coopération américaine USAID et exploitée depuis plusieurs décennies par les structures internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds mondial, Banque africaine de développement, Coopération technique belge, Agence française pour le développement, etc. Et cette approche est mise en œuvre par plusieurs gouvernements du monde. Le gouvernement américain, sud-africain, français, britannique, chinois, japonais, même certains pays qu'on ne peut pas citer les noms, les pays voisins utilisent ça aussi. Le cadre logique d'intervention est un tableau. Dans lequel nous retrouvons 4 colonnes et 5 lignes. Dans la première ligne, nous retrouvons la logique d'intervention, indicateur objectivement vérifiable, source de vérification, hypothèse de réalisation. Et dans la première colonne, nous retrouvons, nous allons encore répéter, l'objectif d'intervention, logique d'intervention, objectifs globaux, objectifs spécifiques, résultats à atteindre, activités à réaliser. Un tableau simple que les militaires américains utilisaient depuis. Vous le savez, les États-Unis est cette première puissance en stratégie. La force des États-Unis, c'est réfléchir pour la stratégie. La force des États-Unis, c'est la stratégie. C'est pour ça qu'il y a les plus grands milliardaires, il y a les plus grands hommes de Dieu, il y a les plus grands sportifs, il y a les plus grands en termes d'argent, parce que c'est la stratégie en termes d'ampleur. Les plus grandes recherches scientifiques, parce qu'ils sont forts en stratégie. La vie, c'est la stratégie. Devenir milliardaire, c'est la stratégie. Réussir dans ce projet, c'est la stratégie. Se développer, c'est la stratégie. Prétendre à la grandeur, c'est la stratégie. Devenir influencé, aller de l'avant, c'est la stratégie. Mais il faut maintenant mettre en pratique. La mise en pratique commence par l'élaboration d'un chronogramme d'activité. Parce qu'un projet prend corps que lorsqu'on exécute les activités. Il n'y a pas de projet sans activité. Un projet sans activité n'est qu'une idée.
n'est qu'un rêve, parce qu'il faut maintenant agir. Agir pour tenir ses promesses. Et dans le chronogramme est un tableau où l'on reprend les différentes activités, mais selon l'ordre de timing, d'apparition ou d'exécution selon le timing. Et généralement, ce sont les dates. C'est là, dans ce diagramme, que vous allez faire un calendrier d'exécution du projet. Et votre projet, vous pourrez tenir les délais parce que vous savez du point A jusqu'au point B. Vous avez la maîtrise. Donc, la planification d'un projet vous permet de visualiser le projet sans l'avoir réalisé. La planification d'un projet, c'est comme un parchemin, c'est un guide. La planification d'un projet, c'est le GPS. Aux États-Unis d'Amérique, tu n'as même pas besoin de connaître la route. Tu n'as même pas besoin de connaître l'adresse. Tu dois seulement avoir un Google Maps. Quand tu as ton Google Maps, tu écris l'adresse qui est évaluée de l'adresse de départ et de la destination finale. Et quand tu vas sur Google Maps, tu exécutes, tu vois que tous les éléments de ton parcours te sont transmis par Google Maps avant d'y aller. Les routes que tu vas prendre, les feux que tu vas rencontrer, les embouteillages qui vont intervenir, les routes fermées, les routes ouvertes, les routes payantes, non payantes, le trajet et le nombre de temps, des minutes que tu vas faire en route lorsque tu roules. C'est ça le rôle de la planification de projet. La planification de projet est un map. Ce map-là te permet de rôder ton projet sans l'avoir fait. Tu le regardes comme ça. Et c'est le secret de la stratégie que j'ai eue. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas né d'une grande famille financière. Je me suis imposé la réussite. Et la réussite, c'est grâce à la connaissance des méthodes, des stratégies. Parce que moi, je me suis toujours considéré comme un militaire, comme un stratège. Ma vie, je la mène en stratégie. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, c'est par stratégie. La première fois que j'ai pensé venir aux États-Unis, c'est lorsque j'ai eu mon diplôme d'État. J'ai voulu me faire inscrire dans les grandes universités. Mon petit frère qui est au Canada, un jour en Polytechnique, quand il entre, il va fouiller dans mes affaires. Parce que j'ai débuté en Polytechnique au campus, en préparatoire, en prépodétique. Et lorsqu'il vérifie les syllabus que j'avais achetés, des Kaindo, de physique, de Bama Biloa, beaucoup de cours qu'il va retrouver, il va tomber sur mes applications. Les applications des universités américaines venaient par poste. Il va découvrir l'application, la toute première application qu'il a découvert, c'était celui d'Harvard University. Il va découvrir l'application de Massachusetts Institute of Technology. Il va découvrir l'application de Boston University. Il va aussi découvrir au Canada aussi l'application de l'université Laval. Il va me dire, mais grand frère, toutes ces universités t'avaient accepté, mais pourquoi tu n'es pas parti? J'ai dit, il manquait un certain point, c'était la prise en charge financière. Personne ne pouvait me prendre, personne ne pouvait m'aider. C'est vrai que je répondais aux critères, mais il n'y avait pas d'argent. Là, c'était en 2000. Mais le Dieu est le Dieu de grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays. Il sait ce qu'il va faire de nous. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.